l'ouverture d'un second front en Europe occidentale. Staline le réclame inlassablement depuis le début de l'opération Barbarossa, d'abord à Churchill, puis à Roosevelt lorsque les États-Unis sont à leur tour entrés en guerre. Mais en 1941 et encore en 1942, les Britanniques n'ont pas les moyens de lancer une telle offensive. L'échec sanglant du raid anglo-canadien sur Dieppe le 19 août 1942 l'a tragiquement démontré. Quant aux Américains, ceux-ci commencent tout juste à monter militairement en puissance, et en particulier les équipements nécessaires à un débarquement, comme les barges, sont encore en nombre insuffisant. Certes, Roosevelt a autorisé le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, qu'il a rencontré à Washington le 29 mai 1942, je cite, « à informer M. Staline que nous prévoyons l'ouverture d'un second front cette année. » Le président américain a-t-il fait une promesse diplomatique, ou bien pensait-il déjà à un débarquement en Afrique du Nord, l'opération Torch, même si la décision ne sera officiellement prise que 2 mois plus tard. Mais cette opération Torch, que j'ai relatée à l'épisode 15, ne correspond pas réellement à ce second front. Les combats qui opposent alliés et forces germano-italiennes en Tunisie, de décembre 1942 à mai 1943, apparaissent plutôt comme la continuation de la guerre en Afrique contre l'Africa Korps de Rommel. Et même si, après la Sicile en juillet 1943, le sud de la péninsule italienne est envahi à partir du mois de septembre, les Alliés marquent le pas devant la ferme résistance du maréchal Albert Kesselring, unique commandant en chef des forces allemandes en Méditerranée, après le départ en France de Rommel. Kesselring a en effet mis en place entre Naples et Rome plusieurs lignes défensives successives, dénommées Volturno, Barbara, Bernhardt, Gustave, Hitler et César. Et les Alliés vont buter, à partir de novembre 1943, sur sa principale position de repli, la ligne Gustave, dont le verrou qui barre la route de Rome est une colline de 516 mètres d'altitude, avec à son sommet une abbaye, le mont Cassin, il Monte Cassino en italien, que les Alliés doivent impérativement prendre. Depuis le mois de décembre, combattent aux côtés des Anglo-Américains les Français du Corps expéditionnaire français d'Italie, CEFI, sous le commandement du général Alphonse Juin. Troupes issues de l'armée d'Afrique ayant mobilisé pas moins de 176 500 Européens, qu'on appellera plus tard les Pieds Noirs, et 233 000 musulmans, Algériens, Tunisiens et Marocains. La bataille du Monte Cassino durera de janvier à mai 1944. Et à la fin du mois de mai, la route de Rome est enfin ouverte. Mais à quel prix ? L'abbaye a été entièrement détruite par les bombardements aériens du 15 février. Et les pertes humaines ont été chez les Alliés de 115 000 hommes, dont, pour les forces françaises, 6 255 morts et 23 500 blessés. Non, la trop lente progression de la campagne d'Italie ne répond pas à ce second front. Et d'ailleurs, pour les Alliés, en ce début d'année 1944, le théâtre méditerranéen de la guerre est passé au second plan. Car, depuis la 3e conférence de Washington qui s'est tenue du 12 au 25 mai 1943 sous le nom de code Trident, Roosevelt et Churchill ont décidé que la libération du continent européen débuterait dans un délai de 12 mois par un débarquement sur les côtes de Normandie, sous le nom de code d'opération Neptune, en vue de l'établissement d'une tête de pont dans le nord-ouest de l'Europe, sous le nom de code d'opération Overlord. Cette décision a été confirmée et annoncée à Staline lors de la conférence de Téhéran des 28 novembre 1er décembre 1943. Le dirigeant soviétique peut être satisfait. Il obtient enfin son second front et de son côté, il s'engage à lancer au même moment une offensive
destiné à empêcher le transfert de forces allemandes du front de l'Est vers celui de l'Ouest. En outre, il est également décidé de lancer simultanément un second débarquement dans le sud de la France, sous le nom de code d'opération Anvil, rebaptisé par la suite Dragoon. Le commandement suprême d'Overlord est confié au général américain Dwight Eisenhower, tandis que le commandement opérationnel des forces d'invasion terrestre sera assuré par le général britannique Bernard Montgomery. Si la planification de l'opération se déroule dans le plus grand secret, pour Hitler et ses généraux dès les premières semaines de 1944, le doute n'est plus permis. Le débarquement allié sur les côtes européennes aura lieu cette année. Mais où exactement ? Les Allemands seront trompés par une des plus vastes opérations d'intoxication de la guerre, l'opération Fortitude, dont j'ai parlé dans un épisode spécial, destiné à leur faire croire que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, alors que le choix des Alliés s'est finalement porté sur la Normandie. Certes, Hitler s'attendait depuis longtemps à l'ouverture d'un second front à l'ouest, puisque dès le 23 mars 1942, par sa directive numéro 40, il a ordonné la construction de fortifications le long des côtes d'Europe occidentale, de la mer du Nord à l'Atlantique, que la propagande appellera le mur de l'Atlantique. Mais la réalité de ce mur est bien différente de ce qu'en montre la propagande. L'Allemagne n'a en effet ni les moyens, ni le temps de fortifier 4000 km de côte, du Cap Nord en Norvège jusqu'à la frontière franco-espagnole. Et si les ports, en particulier ceux du Pas-de-Calais, ont été fortifiés, en revanche, les plages sont beaucoup plus vulnérables et l'ensemble du dispositif manque de profondeur. En outre, les troupes affectées à la défense de ce mur ne sont pas les plus combatives et comprennent notamment beaucoup d'étrangers combattant sous l'uniforme allemand, Russes, Cosaques, Arméniens, Tatars, Géorgiens, etc. Les forces maritimes allemandes se limitent à quelques destroyers, vedettes ou dragueurs de mines. Et l'essentiel des avions de la Luftwaffe se battent sur le front de l'Est ou sont affectés à la défense du territoire du Reich. Le 3 novembre 1943, Rommel a été nommé inspecteur général des côtes de la mer du Nord et de l'Atlantique, et le 15 janvier 1944, chef du groupe d'armée B, chargé de la défense des côtes de la Manche. Il effectue immédiatement une inspection des défenses du mur de l'Atlantique et constate qu'elles ne suffiront pas à repousser un débarquement. Pour lui, à la différence d'autres généraux, le rivage doit constituer la première ligne de résistance afin de repousser les Alliés dès les premiers jours sur le littoral. Il ordonne donc d'installer sur les plages des obstacles destinés à empêcher le débarquement des barges. Pieux en bois surmontés de mines, poteaux en acier, plots en béton, fils de fer barbelés. En tout, 500 000 obstacles sont ainsi répartis non seulement sur les plages, mais aussi dans les champs à l'arrière, afin de gêner l'atterrissage de troupes aéroportées. Rommel n'obtiendra cependant pas les forces nécessaires à sa stratégie, car son supérieur, le maréchal Gerd von Rundstedt, est partisan d'un système de défense mobile en conservant des troupes notamment blindées en réserve à l'arrière des terres où il compte livrer le combat après le débarquement. En outre, trompés par l'opération Fortitude, les Allemands maintiennent leur division de panzer dans le Pas-de-Calais. Pour des raisons logistiques,
le débarquement allié initialement prévu pour le mois de mai 1944 a été repoussé d'1 mois. Reste à déterminer le jour. Les conditions requises sont nombreuses. Une mer et un ciel clément. Une nuit de pleine lune. Une marée médiane. 3 jours en juin répondent à ces conditions. Les 5, 6 et 7. Étant précisé que la prochaine fenêtre de débarquement ne pourrait avoir lieu qu'1 mois plus tard. Eisenhower retient d'abord la date du 5 juin. Mais depuis le début du mois, la météo au-dessus de la Manche est exécrable. Et le 4 juin, à 4h15 du matin, il décide de retarder de 24 heures le débarquement. Sa responsabilité est énorme. Doit-il lancer l'opération Overlord malgré le risque d'un échec dû aux conditions météo défavorables? Ou bien repousser à nouveau le débarquement d'1 mois en perdant tout effet de surprise? Heureusement, le 5 juin, à 3 heures du matin, son conseiller météorologique, le colonel James Stagg, lui annonce, je cite, « une évolution rapide et inattendue de la situation sur l'Atlantique, avec des conditions favorables pour la journée du 6 juin. Des vents moins forts, une visibilité généralement bonne, un temps variable. » À 4h15, Eisenhower prend sa décision. Le jour J aura lieu le mardi 6 juin 1944. Les météorologues allemands ne disposent pas d'autant de stations météo et faute d'identifier cette accalmie, ils continuent d'estimer que les mauvaises conditions météo ne permettraient pas un débarquement allié. Rassuré, Rommel décide de quitter son quartier général de La Roche-Guyon le 5 vers 7 heures pour se rendre chez lui à Herlingen près d'Ulm pour l'anniversaire de son épouse le lendemain. L'opération Overlord commence dans la nuit du 5 au 6 par un assaut aéroporté américain à Sainte-Mère-Église pour contrôler les routes et par un assaut britannique pour prendre le pont de Bénouville sur le canal de Caen, qui prendra par la suite le nom de Pegasus Bridge. D'autre part, la résistance française, prévenue vers 22 heures par la BBC par le célèbre message codé « Blesse mon cœur d'une langueur monotone », deuxième partie de la première strophe du poème de Verlaine « Chanson d'automne », passe à l'action afin de perturber les lignes de communication allemandes. Sabotage des locomotives, dynamitage des rails de chemin de fer, coupure des câbles téléphoniques, etc. C'est une immense armada qui se lance à l'assaut des côtes de Normandie. 1213 navires de guerre, 736 navires de soutien, 864 cargos, 4126 engins et péniches de débarquement pour 20 000 véhicules et 156 000 hommes, 12 000 avions, dont 1 millier transportant les parachutistes. Environ 3 000 Français participent au débarquement, dont les 177 marins du 1er bataillon de fusiliers marins commando, dirigé par le commandant Philippe Kieffer. Il est prévu de débarquer sur 5 plages. Les Britanniques et les Français à Swords Beach, les Canadiens et les Britanniques à Juno Beach, les Britanniques seuls à Gold Beach, et les Américains à Omaha Beach et Utah Beach. Les opérations de débarquement commencent de 6h30 à Utah Beach jusqu'à 7h30 à Sword Beach pour tenir compte des horaires de la marée. Face à eux, sur la côte, les Allemands ne peuvent opposer que 4 divisions d'infanterie, dont une seule est réellement de qualité,
Et pour les blindés, Rommel ne dispose à proximité de la côte que de la 21e division de Panzer basée au sud-est de Caen. Il y a bien également la 12e division de Panzer SS, composée de jeunes des jeunesses hitlériennes, mais elle est basée loin de la côte, près de Dreux. En outre, pendant les premières heures du débarquement, le haut commandement allemand, trompé par l'opération Fortitude, est dans l'incertitude. Ne s'agirait-il pas d'une opération de diversion? Ainsi, ces divisions de Panzer ne reçoivent-elles aucune instruction. Rommel, quant à lui, n'est prévenu que vers 10 heures du matin et ne pourra rejoindre son quartier général que dans la nuit. Quant à Hitler, à l'heure H, il vient de se coucher. Et personne dans son entourage n'ose le réveiller avant 11 heures du matin. Ce n'est que vers 16 heures qu'il donnera son accord pour faire intervenir les divisions de Panzer. Mais il est déjà bien tard, et devant la maîtrise absolue du ciel par les Alliés, les blindés ne peuvent circuler que de nuit. Si le débarquement à Utah Beach, sur la côte nord-est du Cotentin, près de Varville, est rapidement un succès, puisqu'au soir du 6 juin, ce sont 23 250 hommes, 1700 véhicules et 1700 tonnes d'approvisionnement qui auront débarqué au prix de moins de 200 pertes humaines, il n'en va pas de même à Omaha Beach, sur la côte occidentale du Calvados, où les bombardements n'ont pas détruit les défenses allemandes. L'opération commence à tourner au désastre, à tel point que l'abandon de ce débarquement est même envisagé. Mais le général américain Omar Bradley, qui dirige les opérations, décide de poursuivre le débarquement et plusieurs percées parviennent à être réalisées, prenant à revers les défenses allemandes. Mais les pertes américaines à Omaha Beach sont lourdes. Plus de 3000 morts ou disparus et 2000 blessés, soit 30% des pertes du jour J. Les Britanniques rencontreront moins de difficultés à Gold Beach et libéreront le lendemain la première sous-préfecture française, Bayeux, qui a ainsi échappé à toute destruction. Tandis qu'au soir du 6 juin, les Canadiens débarqués à Juno Beach auront réussi la percée la plus lointaine dans les terres. Enfin, le plus à l'est, à Sword Beach, Britanniques et Français prennent Ouistreham et font leur jonction avec les Canadiens, débarqués à Juno Beach. Au soir de cette première journée, les pertes alliées sont de 10 300 hommes, dont 4 000 morts. Mais ce sont environ 155 000 hommes qui ont pu prendre pied sur le sol français. Le débarquement a réussi, même si les acquis territoriaux sont loin d'avoir atteint les prévisions. La ville de Caen, qui devait être prise le lendemain, ne sera libérée que le 19 juillet, au prix de la destruction de 68% de ses immeubles et de 2000 à 3000 victimes civiles. Si les combats se déroulent sur le sol de France, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, qui a succédé le 2 juin au Comité français de la libération nationale, est volontairement tenu à l'écart par les Anglo-Américains. De Gaulle n'a été informé de la date du débarquement par Churchill que le 4 juin. Furieux, il comprend qu'il doit prendre les Alliés de vitesse afin d'éviter que ceux-ci mettent en place sur le territoire français un gouvernement militaire d'occupation, l'AMGOT, acronyme pour Allied Military Government of Occupied Territories. Des billets de banque libellés en francs, semblables aux billets de banque américains, ont même été imprimés. Mais pour De Gaulle, il ne s'agit que de fausse monnaie. Il obtient de pouvoir débarquer en Normandie le 14 juin, entre Grey-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer, et pour les Alliés, il ne devait y faire qu'un petit tour. Mais le général s'impose en arrivant à Bayeux, où il prononce son premier discours sous les acclamations de la foule, qui, pour la première fois depuis 4 ans, découvre son imposante silhouette.
De Gaulle a placé les Alliés devant le fait accompli. Mais ce plébiscite populaire règle la question de l'exercice du pouvoir dans la France libérée. Et avant de repartir en Angleterre, De Gaulle prend soin de mettre en place sa propre administration, avec la nomination d'un commissaire de la République pour la Normandie, le diplomate François Coulet, et quelques jours plus tard, d'un nouveau sous-préfet à Bayeux, le résistant Raymond Triboulet. Chez les Allemands, le 8 juin, von Rundstedt a ordonné à la 2e division de Panzer das Reich, stationnée à Montauban, de rejoindre le front en remontant par la route nationale 20. Mais le général allemand donne également l'ordre à cette division d'aider à la lutte contre la résistance sur son passage, en prenant, je cite, « les mesures les plus énergiques afin d'effrayer les habitants de cette région infestée, à qui il faudra faire passer le goût d'accueillir des groupes de résistance et de se laisser gouverner par eux. » Cette division SS va ainsi laisser sur son passage une trace sanglante. Le 9 juin, ce sont 99 habitants de la ville de Tulle, en Corrèze, qui sont pendus, tandis que 149 autres sont déportés. Et le même jour, à Argenton-sur-Creuse, ce sont 67 civils et résistants qui sont massacrés. Mais surtout, le 10 juin, dans le village d'Oradour-sur-Glane, à 25 km au nord-ouest de Limoges, c'est toute la population qui est assassinée. 190 hommes fusillés. 245 femmes brûlées vives dans l'église, avec 207 enfants. Il n'y aura qu'une seule survivante. Le village est ensuite pillé et incendié. Un acte destiné à produire un effet maximal de terreur auprès des populations, comme les Allemands l'ont pratiqué en Europe. Citons en particulier le massacre des fosses ardéatines en Italie, 335 morts, celui de Lidis en Tchécoslovaquie, 340 morts, et surtout ceux commis en Union soviétique. Ainsi, par exemple, à Vesnini, 220 morts, Raseta, 372 morts, Dolina, 479 victimes brûlées vives. Si le débarquement a été un succès, les Alliés progressent toutefois avec difficulté dans le bocage normand. C'est la bataille des Haies qui durera du 13 juin au 24 juillet. Les combats sont violents et les Américains ne progressent que lentement, au prix de 1000 morts au kilomètre carré. Pour sortir du piège du bocage, ils lancent le 25 juillet l'opération Cobra, pour percer le front allemand grâce à un intense bombardement aérien qui finit le 31 juillet par porter ses fruits. La 3e armée du général américain George Patton parvient en effet à percer à Avranches et à conquérir la Bretagne jusqu'à Brest, prise le 7 août, avant de se retourner pour encercler les Allemands dans la poche de Falaise. Hitler, fidèle à sa stratégie consistant à ne pas céder un pouce de terrain, a ordonné de tenir, ordonnant même contre toute logique militaire une contre-attaque qui échoue rapidement. Alençon est libéré le 12 août et l'état-major allemand doit ordonner la retraite de ses forces s'il veut éviter leur encerclement. Dans un premier temps, Hitler s'obstine. Mais le 15 août, il va changer d'avis et donner le lendemain l'ordre de retraite. Les Allemands parviendront entre le 16 et le 21 août à faire passer près de la moitié des 100 000 soldats encerclés, en empruntant sous le feu de l'artillerie et de l'aviation alliée un passage de 3 km de largeur surnommé le couloir de la mort. La libération de la Normandie a eu un coût effroyable. 37 000 tués et 172 000 blessés chez les Alliés. 50 000 morts, 80 000 blessés et 210 000 disparus chez les Allemands. Mais le bilan est également terrible pour la population. Caen, Saint-Lô, Lisieux,
Vire, Falaise, Le Havre, pour ne citer que ces villes, ne sont plus que des ruines, laissant 300 000 Normands sans abri. Enfin, selon les historiens, le nombre total de victimes civiles peut être évalué à 50 000 morts. La décision d'Hitler d'ordonner la retraite de la poche de Falaise a été notamment motivée par le fait que ce même 15 août a débuté le débarquement américain en Provence avec l'appui des 260 000 hommes de la première armée française du général Jean Delattre de Tassigny, composée à 90% d'anciens de l'armée d'armistice d'Algérie, composée de 52% de Nord-Africains et 48% d'Européens. L'assaut est donné entre Toulon et Cannes, et en 2 semaines seulement, toute la Provence est libérée. Digne et Sisteron le 19 août, Gap le 20, Grenoble le 22, avec 83 jours d'avance sur les prévisions, Toulon le 23, Montélimar et Nice le 28, Marseille le 29. Pour éviter l'encerclement, les Allemands doivent évacuer le sud-ouest du pays dès le 19 août, tandis que les Alliés remontent le long du Rhône. Pendant ce temps, le régime de Vichy vit ses dernières heures. Pétain et Laval ont fait diffuser, dès le 6 juin, des messages préalablement enregistrés demandant à la population de rester neutre et de n'entreprendre aucune action hostile contre les forces allemandes, au nom d'un armistice que l'Allemagne a pourtant déjà foulé aux pieds depuis longtemps. Mais ils ne sauront guère écouter les Français. Pétain, qui a en mémoire les acclamations suscitées par ses dernières apparitions publiques à Paris et à Nancy au mois d'avril, croit encore incarner une certaine légitimité. Et devant l'avancée des Alliés, il charge le 11 août le contre-amiral Gabriel Hoffand d'une démarche auprès de De Gaulle afin de lui transmettre officiellement ses pouvoirs. Mais cette mission tournera à court, car non seulement De Gaulle refuse de le recevoir, mais le fait arrêter. De son côté, Pierre Laval, qui se trouve alors à Paris, cherche à court-circuiter à la fois Pétain et De Gaulle en songeant à restaurer l'Assemblée nationale de juillet 1940 afin de lui remettre ses pouvoirs. Mais il ne s'agit que de politique fiction. Comment en effet réunir en août 1944 des députés et sénateurs? D'ailleurs, le président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, ramené le 12 août à Paris de l'internement où il feignait la folie, temporise, en prenant prétexte de l'absence du président du Sénat, Jules Jeanneney, qui, lui, fait la sourde oreille. Et les Allemands décident finalement de précipiter les choses en obligeant le 17 août Laval à transférer son gouvernement à Belfort. Contraint et forcé, celui-ci ne peut qu'obtempérer tout en déclarant résilier ses fonctions. Ce même jour, les Allemands avertissent Pétain qu'il doit également quitter Vichy pour rejoindre Belfort. Celui-ci refuse, mais devant la menace d'un enlèvement de force et d'un bombardement de la ville de Vichy par la Luftwaffe, le vieux maréchal doit également se plier aux injonctions allemandes au matin du 20 août, après un simulacre de résistance en présence des derniers diplomates étrangers encore présents à Vichy, le nonce apostolique et l'ambassadeur suisse. Comme Laval, Pétain se considère désormais comme prisonnier des Allemands, tous deux refusant d'exercer leurs fonctions gouvernementales. Leur séjour à Belfort ne durera guère face à l'avancée alliée, et le 7 septembre, ce qui reste du gouvernement de Vichy et des collaborateurs doit se replier en Allemagne, dans la petite ville de Sigmaringen, où est installée une délégation gouvernementale française pour la défense des intérêts français en Allemagne. L'État français, quant à lui, a cessé d'exister. Pressé d'atteindre la cible principale de l'opération Overlord, c'est-à-dire le bassin de la Ruhr, Eisenhower et le général Omar Bradley, commandant le 2e groupe d'armées, ont prévu
de contourner Paris pour ne pas être ralentis dans leur avance et de ne libérer la capitale qu'au mois d'octobre. À Paris, depuis le 7 août, Hitler a nommé un nouveau gouverneur militaire du Grand Paris, le général Dietrich von Choltitz, chargé de combattre jusqu'au dernier homme dans la capitale et d'immobiliser ainsi le maximum de divisions alliées dans un Stalingrad du front de l'Ouest, et ce, au prix de la destruction de la ville, dont les ponts et certains bâtiments stratégiques ont été minés, tels le palais du Sénat et le palais Bourbon, le fort de Charenton, le ministère de la Marine, des centraux téléphoniques. Von Choltitz, dans ses mémoires, affirme avoir finalement refusé de détruire Paris sous l'influence du consul de Suède, Raoul Nordling. Mais en réalité, il n'avait ni le temps, ni les moyens de respecter un ordre de destruction générale de Paris totalement irréalisable. En outre, il ressort des mémoires de Nordling, qui n'ont été publiés en France qu'en 2002, que ses entretiens avec von Choltitz n'ont porté que sur ces menaces de représailles sur la population parisienne, qui avait commencé à se soulever à partir de la mi-août, avec l'appel de la CGT le 15 à la grève générale. Le 18 août, le colonel Rolf Tanguy, responsable régional des FFI pour l'Île-de-France, lance un appel à l'insurrection. Et le lendemain, 2000 policiers résistants s'emparent de la préfecture de police où ils hissent le drapeau tricolore. Des barricades sont érigées dans tous les quartiers de Paris, entravant les déplacements des Allemands. Les combats vont se dérouler du 19 au 22 août, malgré une brève trêve le 19. La moitié de la capitale est ainsi libérée. Mais les résistants ne disposent guère de munitions et leur situation est en passe de devenir critique. Rolf Tanguy décide alors le 23 d'envoyer son chef d'état-major en mission auprès des Alliés pour leur exposer la précarité de la situation à Paris. Se souvenant opportunément qu'Eisenhower avait promis à De Gaulle en décembre 1943 que la libération de Paris serait confiée à une unité française, le général Leclerc décide alors de forcer la main aux Américains en donnant l'ordre à sa 2e division blindée de marcher sur la capitale, avec finalement l'accord d'Eisenhower. En 2 jours, Paris est libéré et le 25 août, von Choltitz signe la capitulation des forces allemandes. Le lendemain, De Gaulle descend les Champs-Élysées au milieu d'une foule en liesse et assiste à un Te Deum à Notre-Dame. Pour lui, je cite, « La République n'a jamais cessé d'être. Comme en dispose l'article 1er de l'ordonnance du 9 août 1944, je cite, « La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. » L'autorité du GPRF sur le pays n'est plus discutable. Et le 23 octobre 1944, les grandes puissances, Royaume-Uni, États-Unis, URSS, le reconnaissent officiellement en tant que tel. Après la libération de Paris, les événements se précipitent. Reims est conquise le 30 août, Amiens le lendemain, Verdun et Charleville-Mézières le 1er septembre, Valenciennes le 2 et Lille le 3. Au même moment, les forces alliées débarquées en Provence atteignent Lyon le 3 septembre et font leur jonction avec celles du front de l'Ouest le 12 septembre en Bourgogne, à Neude-sur-Seine. Le même jour, Le Havre est libéré. Nancy le 19 septembre. Calais le 30. Les forces de la 2e DB de Leclerc entrent en Alsace et prennent Strasbourg le 23 novembre. Un drapeau tricolore improvisé est hissé au sommet de la cathédrale. Leclerc a tenu son serment de coup franc, dont je vous ai parlé à l'épisode 9.
Mais toute la France n'est pas encore libérée à la fin de l'année 1944. Les dernières villes alsaciennes, Colmar, Haguenau, Wissembourg, ne le seront qu'en février-mars 1945. Et sur ordre d'Hitler, plusieurs ports atlantiques restent tenus jusqu'à la toute fin de la guerre. Royan, La Rochelle, Dunkerque. La dernière ville française à être libérée sera Saint-Nazaire le 11 mai 1945, soit 3 jours après la capitulation allemande.